Bonjour à tous, vous écoutez Bazar et nous allons parler aujourd'hui de Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg. Donc, quand je dis nous, c'est Étienne et moi. Salut Étienne. Salut Hugo, salut tout le monde. Ouais, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Nous ne sommes que deux. Et je vais laisser d'abord la parole à Étienne afin qu'il nous parle de, du contexte autour du film, qu'il introduise, disons, cet épisode autour du nouveau film de Steven Spielberg qui est sorti en salle hier et que nous avons tous les deux vu hier soir. Alors, qui dit déjà film de Steven Spielberg dit événement planétaire, ou du moins événement pour le monde du cinéma. Ça faisait depuis 2022, si je ne m'abuse, qu'il n'avait pas sorti de film, donc du coup depuis The Fablemans. Euh, et pour ce film, donc pour Disclosure Day, il a décidé de renouer avec ce qui a un peu fait les racines, disons l'identité du cinéma, une des grandes parts de l'identité du cinéma de Spielberg, ce qui est la science-fiction. Et plus Donc, précisément, le film sur les le fi- extraterrestres et le film d'OVNI. oui, parce que science-fiction, on a Minority Report, Jurassic Park, pardon, on a Ready Player One et d'autres films, mais c'est vrai que sur les extraterrestres, il a quand même réussi à se démarquer du reste. Donc ça pose plusieurs questions, à mon sens. Déjà, est-ce qu'il va faire un film d'extraterrestre au sens propre du terme? Est-ce qu'il va tenter de se réinventer ou de réinventer le genre? Parce qu'on sait maintenant que le film d'extraterrestre, de manière générale, est un genre qui souffre beaucoup à Hollywood, qui peine à se renouveler et qui souffre de quelques, de quelques problèmes thématiques, de réutilisation des mêmes poncifs, des mêmes schémas narratifs à outrance. Donc on était en droit de se poser la question, qu'est-ce que Steven Spielberg va faire? De quelle manière est-ce qu'il va prendre le bout du problème? Donc déjà, moi, à mon sens, c'est une des grandes questions qui était de vigueur avant d'aller voir le film. Euh, et ensuite vient du coup le moment de vérité, le film en lui-même. Et moi, mon premier ressenti, c'est ce qui m'a frappé d'emblée, c'est que je trouve que le film ne ressemble à aucune catégorie évidente au cinéma ou dans ce que Spielberg a pu faire, dans le sens où ce n'est ni un Spielberg grand public, un Spielberg classique, le Spielberg de la transparence, de la narration fluide, mais c'est pas non plus une œuvre complètement hermétique. Elle distille ses clés de compréhension à qui veut bien les repérer. Oui, d'ailleurs, j'étais très étonné de lire sur Internet que beaucoup pensaient que le film était une purge qui était bavarde, qui était trop explicite dans son discours apparemment pseudo-philosophique. Beaucoup de gens lui ont reproché cette dimension-là, et d'autres sont restés un peu, euh, comment dirais-je, un peu intrigués, voire même lassés carrément, par une certaine complexité de l'œuvre. Donc d'un côté, on en a qui continuent de penser que Spielberg fait des films faciles d'accès, naïfs, voire niais, et de l'autre, ceux qui pensent qu'il fait maintenant des films brouillons, de la branlette, comme on dit. Alors que, comme tu le dis, c'est plutôt un film qui se situe entre les deux. Et j'ai été assez surpris de voir ça, de le constater. Pour ma part, ce qui m'a le plus déstabilisé peut-être, c'est l'absence de mise en place du récit. C'est-à-dire que le récit reprenait pas la structure hollywoodienne la plus classique, la plus conventionnelle, avec une introduction, une situation de départ qui évolue ensuite vers les péripéties, comme on pourrait dire, si on parlait en termes de scénario. Là, on commence dans le vif du sujet, on entre dans le vif du sujet tout de suite, on est au milieu de l'action et les éléments de compréhension ne sont disponibles au spectateur qu'au fur et à mesure du film. Même s'ils sont faciles à comprendre, à saisir, ils ne lui sont pas offerts dès le début, on n'explique pas qui est tel personnage, et c'est par les dialogues, les actions, ce genre de choses qu'on révèle euh, quelles sont les forces en puissance, quel est
le nœud de l'intrigue, pourquoi les 2 personnages qu'on découvre au début et qui semblent être les protagonistes sont là où ils sont, et cetera. Donc ça, pour moi, c'est le premier élément qui peut déstabiliser le plus grand public, c'est-à-dire les gens qui vraiment sont assez peu disponibles pour faire un effort devant un film, ce qui est leur droit, mais qui, en tout cas, devrait leur gâcher un peu l'expérience. Bah, c'est vrai que déjà dès l'ouverture, il casse ce qu'on peut attendre de lui. Il y a José Moruel de Criticat qui rapprochait, l'ouverture de Disclosure Day du coup du Snake Eyes de Palma, donc la salle de boxe, le match truqué. Là, c'est un match de catch. La caméra est très, très heurtée, donc on a directement disons le, l'ombre et les reflets de lumière qui seront des symboles, ou en tout cas des éléments qui constitueront la plastique du film, qui sont directement introduits dans les premières secondes du film. Et tu parlais justement on a l'impression un peu de rejoindre une histoire qui a déjà commencé, en sachant que généralement dans les films de science-fiction, encore plus dans les films d'extraterrestres, euh, on nous montre habituellement euh, la rencontre au fil du film. Là, ici, la rencontre a en quelque sorte déjà eu lieu. Donc le film commence après la fracture originelle, euh, l'après-coup de la découverte, et c'est assez fascinant en fait, parce que Spielberg du coup va évacuer le moment que le cinéma de science-fiction nous montre habituellement, et, et la révélation se situera à mon sens autre part, à d'autres moments du film, parfois dans des moments rétrospectifs par exemple. Oui, et, et d'ailleurs, c'est presque le seul élément de la mythologie du film d'extraterrestre qu'il n'a pas préservé, dans le sens où j'avais le sentiment que Disclosure Day était une forme de synthèse volontaire et un peu détournée des codes de la mythologie des aliens, avec les signes dans les champs, le vaisseau spatial, l'extraterrestre. Alors là, on divulgue tout, hein, évidemment. On estime que vous avez vu le film. Donc ouais, voilà. L'extraterrestre avec les gros yeux et la grosse tête et le petit corps très fin. La conspiration gouvernementale, bref. Il n'y a pas d'éléments mythologiques qui semblaient résister à la volonté de synthèse de Spielberg. Sinon, peut-être, effectivement, le moment de la rencontre, le premier contact, qui en fait est très très antécédent aux événements du film, et qui n'est d'ailleurs dans le film qu'une archive, qu'une donnée, que des images d'archives, comment dire, des documents numériques sur clé USB plus ou moins. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pour moi l'une des grandes clés du film, c'est que c'est d'abord un film aussi sur les médias et sur les régimes d'image et de perception. Donc un film, ouais, complètement, et de Pentagon Papers aussi, et de Ready Player One par certains aspects. Faut savoir que, bon, pour moi, je le rappelle quand même aux auditeurs, où je le leur apprends, Spielberg, c'est vraiment mon cinéaste préféré. C'est celui dont j'ai le plus regardé les films. Et euh, Disclosure Day m'est apparu comme une synthèse évidente de certains de ses thèmes, de certaines de ses obsessions, comme une sorte de grande fresque où se rejouaient énormément de choses que j'avais appris à repérer et qui étaient distillées dans ces films. Et là, tout s'y retrouve en fait. Quand je dis tout, évidemment, c'est presque tout. Mais je vois autant dans Disclosure Day de Minority Report que de La Guerre des Mondes, que The Fabelmans, que E.T., Rencontre du troisième type, Jurassic Park. Je vois aussi donc Pentagon Papers, mais aussi Cheval de guerre, mais aussi Tintin. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le ressentent pas. Peut-être qu'ils seront déjà pas d'accord avec moi. Peut-être aussi qu'ils ne le ressentent pas parce qu'ils n'ont pas le même rapport que moi au cinéma de Spielberg. Mais moi, ça m'a fait très plaisir. C'était un plaisir très personnel, c'est de ressentir cette, cette surcharge presque, pour quelqu'un qui s'attache vraiment depuis longtemps au cinéma de Spielberg, d'obsession et de thèmes Spielbergiens. Je sais pas si tu les as ressentis comme ça. Si, si, énormément, mais du coup, enfin, c'est une évidence assez flagrante, rien que dans les premiers plans où
où il reprend l'espèce de surimpression, qu'on retrouvait déjà dans Minority Report. Mais j'étais d'accord avec toi quand tu disais que c'était plutôt une synthèse détournée, parce que une synthèse supposerait généralement un mouvement de récapitulation, et ici, je trouve pas je trouve pas qu'il réunit, disons, ces motifs, dans un grand geste de conclusion, mais il va plutôt les tordre ou les réutiliser. Par exemple, dans Rencontre du troisième type, la révélation est spectaculaire. Alors que là, dans Disclosure Day, elle est, secondaire. Dans E.T., l'extraterrestre c'est un personnage, et dans Disclosure Day, c'est plutôt un symbole ou une espèce d'ombre planante. Donc, je suis d'accord pour dire que c'est une synthèse détournée, mais on retrouve effectivement, énormément de motifs Spielbergiens dans le film. Ça, c'est à n'en pas douter. Soit j'entends ta réserve. Ce qui est intéressant, tu comparais l'alien d'E.T., l'extraterrestre, à celui qu'on aperçoit en fait à la fin du film, qui est le seul qu'on voit, disons, qu'on voit pas par le biais d'images de vidéosurveillance ou d'archives, mais qui est le seul qu'on voit en gros plan et assez longtemps. Les deux aliens apparaissent, que ce soit E.T. ou celui-ci, dans Disclosure Day, via un même dispositif. À un moment dans E.T., il apparaît de manière un peu christique, en sortant d'une sorte de cocon, comme une figure révélée derrière la fumée. Et là, il reprend un peu cet élément de mise en scène, avec cette sortie vers le cadre, cette sortie vers l'avant de l'extraterrestre qui se libère, qu'on libère d'un cocon. Et j'ai trouvé que, bon, typiquement, ça vient entériner un petit peu cette idée que E.T. était une représentation. euh, C'est peut-être. Je pense pas que ce soit exagéré de le dire, une représentation christique. En tout cas, à ce moment du film, c'était peut-être un peu ironique, un peu, un peu burlesque dans E.T. Là, c'est peut-être nettement plus solennel, nettement plus hiératique. Malgré tout, l'image existait déjà en 1982, et j'ai trouvé très beau en fait de la réutiliser d'une certaine manière pour tendre vers la grâce, qui était d'ailleurs la fin d'E.T. aussi, tend vers la grâce. Donc c'est une image qui m'avait beaucoup marqué. Euh, mais il fait ça beaucoup, hein. Il y a des images qui sont reprises directement de AI, avec les enfants qui sont filmés en contre-plongée dans un élément très Ah oui, blanc, oui. avec les pupilles bleues qui Avec ressortent. AI, pour moi, c'est la parenté la plus forte, peut-être. Même la blancheur diffuse, l'atmosphère de conte, ça c'est quelque chose. Par exemple, la scène de Hansel et Gretel, ça m'a fait immédiatement penser à AI dans cette magnifique scène d'ailleurs. Euh, pour moi, c'est un peu l'acmé du film, enfin, ou peut-être le cœur du film. Euh, je trouve que plastiquement, visuellement, il y avait quelque chose, une proposition très forte qui renoue. Il y avait presque un côté un peu, tu vois, le Pôle Express de Zemeckis, vraiment la maison d'enfance, le conte, bon, avec ce qu'implique une bonne dose de Spielberg, donc la lumière et la transcendance, puis un morphing qui a tombé par terre. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très fort dans la manière de transformer un souvenir de terreur en une sorte d'expérience métaphysique, une expérience de communion cosmique. Mais tu fais bien de mentionner tout ça, et peut-être que nos auditeurs se disent, bon, mais ils partent loin là pour nous parler de ce film d'action sur les extraterrestres. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, et donc c'est difficile de savoir par où commencer, parce que dès qu'on commence à tirer un fil, on en arrive à découdre un peu toute cette grande tapisserie qui est, alors qu'on l'aime ou pas, qu'on la trouve excessive, qu'on la trouve naïve, reste une tapisserie pleine de thèmes enchevêtrés. Le thème central de Disclosure Day, à mon avis, c'est, si je puis dire, la contemplation du transcendant. Chez Spielberg, longtemps, l'idée de Dieu, c'était l'idée de l'invisible. Et donc on filmait le regard plutôt Enfin, il y avait toujours une dialectique entre le regard et ce qui est regardé, mais ce qui est regardé était difficile à définir. C'était parfois caractérisé par des objets. Ça pouvait être la découverte des dinosaures, ça pouvait être la découverte du cinéma ou la projection du film sur les mains de l'enfant dans The Fabelmans. Mais ce qui comptait le plus, c'était le regard. Là, Disclosure Day est un film parcouru, traversé de regards, de gros plans sur les yeux, de changements de couleur des pupilles, de dilatation. Enfin, à part Minority Report, on avait rarement autant vu Dieu chez Spielberg. Euh, mais
on a une tentative de rendre un peu plus formelle l'idée de la transcendance et l'idée de créatures supérieures. Dans AI, les créatures supérieures, c'était les robots qui avaient évolué jusqu'à devenir ce que beaucoup de spectateurs à l'époque avaient confondu avec des aliens. Aujourd'hui, ce sont des extraterrestres purement et simplement. Et je comprends, par exemple, pour en venir tout de suite à un des sujets qui fâchent, que ça puisse embêter les gens, que Spielberg joue sur des théories du complot, que Spielberg tende à nous faire croire que l'alien peut être peut-être un intermédiaire vers Dieu ou une sorte de prophète dans un film qui serait une espèce d'introduction à un Nouveau Testament. Moi, je le vois comme ça. Je comprends que ça puisse fâcher, mais je trouve que ce serait injuste que d'en rester là et de ne pas regarder avec quelle élégance, avec quelle puissance esthétique, visuelle, avec quelle inventivité, quelle force d'imagination il a construit, film après film, et jusqu'à celui-ci, qu'il faut étudier pour ce qu'il est, hein, pas seulement au regard des autres, avec de quelle manière il a construit une œuvre qui est tout entière tendue vers la grâce. Et ça, je pense que c'est vraiment ce à quoi il faut faire attention si on va voir le film. Si vous retournez voir le film, ce que je vous conseille de faire, j'ai prévu de le faire un peu plus d'une fois. Et donc je pense que c'est de faire attention à la manière dont Spielberg s'intéresse aux questions de l'invisible, du visible, de la révélation et de la grâce. Rien que ça. Bah Ça, quand même, ça oui, nous fait un... c'est pas un cinéaste des petits thèmes en tout cas. Non, 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 ça c'est sûr. Euh, Non, c'est vrai que c'est un axe très riche qui traverse tout le film. La lecture la plus simple serait de dire que Disclosure Day c'est un film sur la révélation, donc sur le passage de l'invisible au visible, mais je trouve qu'il y a quand même une tentative de compliquer constamment le mouvement du film, parce qu'il y a aussi ce qui est visible n'est pas toujours vrai, et ce qui est invisible n'est jamais forcément faux. Donc, bon, ça pose quelques questions. Euh, la question de comment montrer l'inconnu, c'est vrai qu'elle est centrale chez Spielberg. Euh, et c'est aussi un film qui parle peut-être moins des aliens que. En tout cas, ça parle plus des humains que des aliens. Euh, et d'un rapport ancestral de l'humain à la vérité. Le dilemme moral de la vérité, révéler la vérité, mais à quel prix. On a des personnages du lanceur d'alerte, à Wardex et la culture du secret, le poids du mensonge, la foi dans la révélation. Donc cette question cruciale au sein du film. Donc un film qui parle moins d'une invasion que d'une apocalypse au sens originel du terme, donc c'est-à-dire un dévoilement. Euh, et le film ne... Alors je sais pas si on peut dire que le film tranche, à mon sens il ne tranche pas, parce que presque tout le monde a une part de raison. Et la révélation, du coup, se fera par le biais du personnage de Margaret, euh, incarné par Emily Blunt, euh, et qui, en fait, est en quelque sorte une incarnation du Messie, pour reprendre les thèmes bibliques. Donc, alors, c'est un film qui est traversé par les termes bibliques, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez Spielberg. Bertrand Tavernier parlait déjà de son rapport à la religion chrétienne dans Rencontre du troisième type ou dans E.T. Là, il y a des références à Babel, par exemple. Il y a un personnage, le Euh, personnage joué par Emily Blunt incarne d'une certaine manière une idée de Babel, quoi. Parce qu'elle Bah, parle c'est toutes les ça, langues, en c'est fait. le langage universel, possibilité de parler la même langue avec n'importe qui, le langage mathématique qui ici devient le langage universel. Il y a le thème de la Pentecôte, de l'Annonciation, en quelque sorte une figure messianique, mais non christique parce qu'elle refuse précisément d'être adorée. Et en fait, c'est là où, à mon avis, peut-être que Spielberg déplace un petit peu, même beaucoup, ce qui en fait pas un film, à mon avis, complètement pro-religion. Mais disons que le film remplace le miracle biblique par un espèce de miracle de reconnexion par l'empathie, par le biais de l'empathie, par la compréhension de l'autre. Et c'est en ce sens, encore une fois, on retrouve l'universalisme Spielbergien. Donc c'est une vérité qui ne serait pas scientifique ou politique, qui ne serait pas seulement scientifique ou politique, mais aussi affective, émotionnelle. Oui, Et
Ouais. Bah, donc on l'a compris, hein, le thème, c'est là tu l'as très bien dit, c'est la vérité cachée, c'est la vérité gouvernementale, c'est la vérité au cœur de chacun, c'est la vérité divine, cosmique, avec ce dialogue permanent entre, mettons, la science et l'art, ou la science et la poésie, ça me rappelle le discours du prix Nobel de Saint-Jean-Perse, mais qui est un dialogue qui est ancien chez Spielberg et qui était déjà présent. On le sait dans cet instrument qui est un mélange entre un piano et un ordinateur qui permet de communiquer avec les extraterrestres à la fin de Rencontre du troisième type, qui était présent de manière très importante, voilà, dans The Fabelmans, notamment dans cette scène où Samy est en train de monter le film de vacances qui va mener d'ailleurs à la révélation par le biais de la lumière. Il est en train de monter donc ce film en pellicule grâce à une machine, donc grâce à de la technique, mais il produit de l'art, son art, le cinéma. Et pendant ce temps, on entend sa mère qui joue du piano, et donc il y a cet effet de contraste. On voit aussi des plans de son père, donc il est tiraillé entre la figure paternelle et la figure maternelle qui incarne, voilà, grossièrement, mais la science, la technique, l'art et la sensibilité. Et le cinéma apparaît comme une sorte de résolution de cette tension, comme une sorte de synthèse ou de sublimation, je n'en sais rien, j'aime pas trop ce vocabulaire, mais comme une sorte, voilà, de synthèse, de dépassement de cette tension pour parvenir à une unification. Euh, C'était le rôle que jouait le cinéma dans The Fabelmans, c'est que semble jouer le cinéma dans la vie et dans l'œuvre de Spielberg. Ici, les deux pôles sont aussi incarnés, et de la même manière, c'est-à-dire que l'homme représente le langage mathématique, donc sa rencontre avec les extraterrestres lorsqu'il était enfant lui a, lui a offert de comprendre instinctivement le langage mathématique, les équations, et tandis que le personnage féminin, qui vient le compléter, a un rapport émotionnel et linguistique, donc mettons poétique, au monde et aux autres. Et il fallait ces deux clés pour parvenir à une forme de révélation. Donc là, on trouve quand même quelque chose qui était déjà présent de manière un peu plus secrète, ou de manière en tout cas un peu moins explicitement spirituelle dans The Fabelmans. Mais c'est la vérité qui est au cœur de tout ça, oui. Ça me paraît Mais certain. ce que je trouve du coup assez singulier dans Disclosure Day, c'est que, comme tu l'as dit, voilà, la vérité est quasiment toujours centrale chez Spielberg, en tout cas dans pas mal de ses films, mais elle prend toujours des formes assez différentes. Et ce que je trouve qui rend le film assez particulier, c'est que la vérité, et ici plutôt l'événement du film, donc disons que déjà, on l'a dit, la vérité est connue dès le départ, en fait. On sait que les extraterrestres existent, on sait que les gouvernements savent, on sait que certains personnages savent, donc c'est pas une question qui serait d'ordre épistémologique. Donc là, elle est politique ou spirituelle. Et je trouve que c'est là que le film devient étrange, que cette espèce d'étrangeté fait son sel en même temps je peux le comprendre, hein, peut déstabiliser, peut laisser de côté. Moi-même, j'ai passé la soirée d'hier et une partie de la journée aujourd'hui à essayer de réellement comprendre ce que j'en avais, de savoir ce que j'en avais pensé. Mais voilà, je trouve que l'espèce c'est-à-dire que la révélation, on comprend que la révélation, elle est le cœur du film, ou est le motif principal du film, mais elle est toujours, relativement diffuse, parce que le film ne souhaite pas, heu, offrir la transparence au spectateur. La transparence de la révélation, de sa compréhension. Ouais, je sais pas, je ne sais pas trop quoi te répondre. Hem, c'est Bah, difficile de est-ce que manier non, mais dans le sens où là, c'est là que le film devient un peu impalpable, c'est sur le le sens spirituel, théologique, métaphysique, bref, je manie encore ces mots un peu lourds, qu'on va lui prêter. Mais je pense que le plus important est effectivement dans la manière dont toute sa narration tend à l'émotion de la révélation, tout simplement. Hem D'ailleurs, il faut dire que c'est fait avec maestria, et que oui, voilà, mais il faut en parler parce on que n'a pas assez, oui, voilà, on n'a pas assez parlé voilà quoi, qu'est-ce qui fait que ce film est aussi extraordinaire d'un point de vue visuel. Ça, franchement, j'ai vu passer beaucoup de commentaires salés sur Twitter, des gens dire que c'était niais,
que c'était, brinque-ballant, que l'action était, trop diffuse. Par contre, j'avoue que, j'ai vu peu de personnes parler de la beauté plastique, l'espèce de souveraineté, qu'a atteint Spielberg à la fin de sa carrière, qui presque c'est presque effronté quoi, c'est devenu un état naturel du film. Enfin, ça a toujours été très naturel et bon, tu en parleras beaucoup mieux que moi parce que tu l'as étudié, mais ça c'est quelque chose qui est connu, que Spielberg, il a une manière très intuitive de filmer, que c'est quelque chose qu'il a, de manière un petit peu innée. Mais ici, j'ai trouvé ça vraiment, ouais, j'ai pas d'autre mot que exceptionnel quoi, où, j'ai été soufflé tout du long, caméra qui bouge sans arrêt, la lumière, on sait que la lumière est le motif spirituel, mais ici il y avait de l'obscurité, il y avait du visible, de l'invisible, il y avait des couches d'opacité qui se Tous superposaient, les reflets sur l'image les avait une vitres des voitures, notamment quand ils filment des trajets en voiture, ce qui est quand même le synonyme de la séquence chiante, quoi, filmer un trajet en voiture. Et lui, il rend ça tellement dynamique, tellement vivant, tellement profond. Je te laisse continuer, hein, pardon, mais non, 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 mais tu peux je veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que quand après de 80 ans, quand même, on peut se dire que voilà, il est pas sénile quoi, c'est pas quelqu'un qui s'est raté. non, c'est sûr, C'est j'aurais pas dit ça, oui. c'est Il y a bon quelque chose voilà, de magnifique, notamment dans la mise en scène, dans le découpage, dans la manière qu'il a de montrer notamment les interactions entre des gens qui sont pas au même endroit. Par exemple, des personnes qui sont au téléphone, ou ce personnage interprété magnifiquement par Colin Firth, qui peut apparaître à un autre personnage sans être dans la pièce avec lui. C'est-à-dire, il peut, comme il téléporter sa propre représentation. Et la manière dont Spielberg filme le personnage en train de se concentrer pour utiliser cet objet d'origine extraterrestre, visiblement, qui lui permet de se transporter mentalement, ça m'a fait penser beaucoup à Ready Player One quand il filmait un personnage qui est dans une pièce et ensuite son avatar qui est dans une autre pièce. Et il y a une fluidité incroyable pour rendre lisible le dialogue, les interactions, la réalité de la présence du personnage ou non. Il y a un génie qui paraît extrêmement simple, mais il faut voir à quel point c'est difficile pour spatialiser tout ça, pour nous faire comprendre où sont les personnages dans une pièce, dans une maison, comment ils se déplacent, vers où ils se déplacent, euh, où regardent-ils, bah, est-ce qu'ils regardent. la scène du hangar. La scène du hangar qui est, bah, voilà, ça c'est quelque chose de c'est la c'est le thème du film, donc la coexistence du visible et de l'invisible. Donc en fait, globalement, il y a l'équipe des poursuivants et des pourchassés qui se retrouvent dans un hangar et le groupe des pourchassés sont invisibles aux yeux de de leurs, de leurs poursuivants. Donc ils sont face à face dans un hangar, et là où on devrait voir tout le monde disposé dans un hangar, dans une espèce de décor de maison. Pour ceux qui ont vu le film, c'est ce décor qui a été construit tout au long du film d'ailleurs. Et ils devraient voir 30, 40 personnes ou 20 personnes en face d'eux, et ils ne voient personne parce qu'ils peuvent se rendre invisibles grâce au pouvoir de cette espèce de télécommande étrange. Donc je te laisse développer. Oui, bah, là encore une fois, c'est d'un point de vue de la mise en scène, c'est d'une précision, d'un didactisme, rendre ça complètement évident, il y a presque du burlesque même à certains moments, parce que comme leurs ennemis ne peuvent pas voir les éléments physiques qui les entourent, ils se ramassent sur des vitres, et puis t'as cette scène où ils montent dans un camion de pompiers, mais le camion de pompiers est invisible aux yeux des méchants du film, et du coup, en fait, ils entendent uniquement l'alarme, enfin la sirène du camion de pompiers, et tout ça, Puis c'est réjouissant et quoi, puis on voit de l'eau. voir ça dans un film. C'est-à-dire, on montre le déplacement du camion de pompiers, d'une voiture, qui sont donc invisibles, par les éclaboussements des gouttelettes qui ont été déposées sur la route parce qu'il a plu, en fait. Et ça, c'est quand même très fort, je trouve. Même si c'est un petit détail, ça donne un point à suivre pour lire l'action. C'est le déplacement de ces voitures grâce aux éclaboussures, pardon.
et en même temps, ça souligne leur invisibilité. Donc c'est quand même un dialogue constant entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, et comment on peut donner à voir ce qui n'est pas visible. Oui, c'est presque méta, quoi. Mais vous aurez peut-être l'impression que là, on se concentre un peu trop sur la mise en scène, mais bon, quand même, pour les gens qui aiment le cinéma, qui regardent du cinéma, si, certains d'entre vous n'apprécient pas Spielberg, au moins, vous lui reconnaîtrez, son espèce de génie, de génie inné de la maîtrise de la caméra. Et Bon, déjà, je pense qu'ils sont ça, partis, hein, c'est ceux qui aiment pas Spielberg, mais bah, sinon, s'il y en a des courageux qui écoutent, ce moment précis, alors déjà, je vous remercie d'être aussi ouverts d'esprit. Hem, mais pour ce que tu dis de la maestria reconnue même par les adversaires de Spielberg, j'entendais tout à l'heure Jean-Baptiste Toré dire un peu n'importe quoi sur Spielberg, mais reconnaître que c'était un un maître absolu. perfectionniste. Oui, et puis un maître, il disait un cinéaste de la maîtrise, ça semblait l'embêter d'ailleurs, parce qu'il a un rapport assez particulier au cinéma, Jean-Baptiste Toré. On va pas refaire le film ici, mais il disait que c'était un cinéaste de la maîtrise absolue et de la maîtrise totale et permanente, et moi je suis on ne peut plus d'accord. C'est une maîtrise d'ailleurs qui est, hem en crise, et ça c'est ce qu'oublie de rappeler Toré, c'est qu'il y a toujours chez Spielberg, dans les courses-poursuites, il y a des voitures qui ont des accidents, il y a des mouvements extrêmement fluides de caméra qui semblent empêchés d'un coup par une foule, mais en fait la caméra va circuler dans la foule. Tout ça, c'était présent notamment dans les fameux plans séquences de Tintin ou dans l'ouverture d'Indiana Jones 2. Et là, encore une fois, le monde pourrait virer à la catastrophe, sombrer dans la catastrophe, mais une forme de souveraineté de la narration et de la fluidité de la mise en scène fait que tout semble coordonné, maîtrisé, gracieux, et c'est ce qui donne cette impression de fluidité, d'immersion et de rythme parfait à ceux qui apprécient les films de Spielberg et qui auront peut-être apprécié cela dans The Disclosure Day. Et bon, on peut rester en dehors de ça, on peut trouver que c'est trop facile de résoudre toujours les problèmes de la violence, de, du désordre, des explosions, de la crise, de l'apocalypse, par une mise en scène fluide qui passe partout, pour le dire vite, par une caméra qui n'est presque jamais perturbée dans ses mouvements. Mais bah, il se trouve que Spielberg aime faire ça et qu'il faut le remarquer pour ce que c'est, c'est-à-dire une prouesse technique dans un premier temps et un signe de cohérence interne de son œuvre. Et comment ne pas parler de Janusz Kaminski également, qui accompagne Steven Spielberg depuis maintenant, presque 30 ans, je crois? Depuis la liste de Schindler, donc depuis plus Donc c'est de son depuis plus de 30 ans. 93? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, Son directeur de la photographie. et c'est, Bah, c'est merveilleux, hein, c'est pas d'autre mot, pour le coup, c'est oui, donc on retrouve ces faisceaux, ces espèces de nappes de lumière. Chez Spielberg, la lumière mais est très c'est presque dense. en fait, il a presque remplacé les flares les flards par excusez mon accent, par, des espèces de coupes de lumière, c'est-à-dire que les objets qui émanent de la lumière, donc par exemple, le flash d'un téléphone portable, ce sera plus ciselé tout de suite que des espèces de cercles, donc il y a déjà ce rapport à la lumière qui, je trouve, un peu changeant. On retrouvait peut-être déjà ça un peu dans The Fabelmans, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un espèce d'accomplissement, quoi. C'est ce que cherchait à faire Michael Mann, avec Collateral, au début des années 2000, avec justement l'espèce de captation de la lumière et contenir la lumière dans une forme définie et pour Sur les écrans trouver, notamment, tu veux dire? oui, oui, sur les écrans ou même, par exemple, un motif très manien qui est la lumière, dans la nuit, qui est son passage au numérique avait beaucoup changé la donne. Mais ici, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une espèce de découpage de la lumière, en tout cas de manière de en même temps de la piéger, de la contenir, mais sans vraiment la contenir. Alors ça paraîtra flou, peut-être dit à l'oral, je me rends compte que c'est pas très rigoureux et je m'en excuse, mais peut-être que vous arriverez à comprendre ce que je dis. Non, et puis, pour ce qui est de la gestion de la lumière, qui est en fait le propre, des écrans et de la société technologique, hein, même s'il y avait de la lumière avant, hein, la lumière du jour et ce genre de choses, mais il les filme pas de la même manière. Kaminski fait filtrer toujours la lumière, Kaminski et Spielberg font filtrer la lumière du jour
la lumière du soleil ou les grosses lumières, par exemple celles des vaisseaux spatiaux, par le biais des fenêtres, des rideaux, des branches, pour créer des faisceaux et des halos très épais de lumière diffuse qui sont presque palpables, on dirait des pattes de lumière, une patte métaphysique, disait Pierre Berthommieux, qui est un peu voilà, si on veut aller très vite, c'est le signe du divin, mais en fait c'est plus complexe et plus diffus que ça. Mais il est vrai que pour ce qui est des écrans qui produisent une lumière, on va dire, plus précise et plus définie par un contour, pour moi Spielberg est celui qui depuis longtemps a le mieux filmé le monde numérique et technologique, avec Minority Report, qui était un film où le regard se perdait dans une succession d'écrans lisses. Et ce qui était beau, c'était le mélange entre l'opacité et la transparence. C'était que c'était plein de projections sur des écrans lisses et transparents qui créaient l'opacité et qui créaient la profondeur et la matière de l'image. Et donc, comme ça, il arrivait à filmer le flux, à filmer la prolifération des images, tout en filmant en même temps leur fluidité absolue, la maniabilité des écrans, qui était tactile, même presque plus que tactile, puisqu'il touchait un peu le vide, le personnage de Tom Cruise, interprété par Tom Cruise. Mais là, en l'occurrence, il va moins loin peut-être dans la manipulation des écrans, mais il va très loin dans la prolifération des images. Et je pense que le grand enjeu esthétique du film, notamment ce qui va lui conférer sa place dans l'histoire du cinéma et l'histoire des formes, c'est qu'il a relégué le spectaculaire classique. Il y a des scènes spectaculaires, il y a des courses-poursuites en voiture, mais elles sont pas elles sont éblouissantes de fluidité et de découpage, mais elles ne sont pas incroyables dans le sens où ce qui est montré ne nous subjugue pas. Il n'y a pas de sidération devant des vaisseaux immenses, devant comme peut le faire Denis Villeneuve avec Dune, ou comme a pu le faire Kubrick avec 2001, voire Spielberg lui-même avec Jurassic Park et Rencontre du troisième type. Là, ce qu'on a plutôt, c'est le fait que tout ce qui devrait être spectaculaire, les vaisseaux spatiaux, la rencontre avec les extraterrestres, les scènes de découverte par des unités militaires de ces extraterrestres-là, les scènes de premier contact qui devraient être démesurées, ne sont présentées qu'à travers des images d'archives, et notamment à la fin, lorsque tout cela est révélé à la télévision sur toutes les chaînes du monde, comme des petites vignettes avec un grain d'ailleurs un peu vintage, puisque les images ont été tournées sur des décennies, ce sont des images que le gouvernement américain a cachées. Euh, donc ce spectaculaire-là n'est présenté que comme contenu dans des petites vignettes, dans une mosaïque d'images qui est presque illisible. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'est de me dire, bon, ben voilà, il s'est bougé, il a tourné des plans, il a incrusté des VFX, des SFX, il a utilisé des effets spéciaux numériques pour montrer les vaisseaux spatiaux, il a filmé des unités militaires, et il a mis tout ça dans des images qui sont toutes petites, qu'on ne voit que 2 secondes, et qui défilent et qui sont prises dans un flux. Et donc en fait ce qu'il filme pour moi c'est l'éclatement, voire la dissolution du spectaculaire dans le flux des images, dans la prolifération des régimes d'images à l'heure des téléphones portables, des réseaux sociaux, du scrolling, etc. C'est-à-dire la perte de souveraineté de l'image de cinéma comme relais de l'image spectaculaire. Le spectacle peut être partout, avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux. Le spectaculaire est partout, et c'est plus ce spectaculaire-là qui l'intéresse. Et je trouve que c'était assez intéressant de s'être détourné de ce rapport au monumental. C'est on ne peut plus juste, et ça me fait penser quand tu parles de spectaculaire, de rapport aux images, c'est que j'ai l'impression que Spielberg a comment dire? A, pris le minimalisme, a compris le minimalisme, l'a vu dans les films des années 2000, dans les films des années 2010, l'a transformé et l'a réinterprété dans son film. C'est-à-dire que même jusqu'à la bande son de John Williams, qui est un peu en mode mineur dans le film, j'ai vu certaines personnes la critiquer, on sent, disons, que le film est traversé par les motifs du cinéma minimaliste, donc David Fincher, Steven Soderbergh, un peu de Michael Mann, Shyamalan, ce genre de cinéaste, donc
un minimalisme, non sans démonstration, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il pourrait montrer davantage les extraterrestres. Il y a un refus de la surcharge dans les révélations. Il y a relativement peu de scènes spectaculaires pour un film de Spielberg. Il n'y a pas de climax à proprement parler. Il y a un climax où dans le sens où il y a un point du film qui est plus important que les autres, mais il y a pas d'immense feu d'artifice et le fait qu'il refuse cette fois pour moi c'est qu'il a choisi de se prêter, au jeu du minimalisme, mais en gardant tout de même ce qui fait, le cinéma de Steven Spielberg, donc c'est-à-dire, heu, la touffeur, la quantité, c'est un film qui déborde presque. Il a du mal à à à à garder, à garder absolument toute sa structure, parfaite ou du moins à certains moments, il tend à la faire déborder. Je sais pas, je dirais qu'il la contient, parce que pour moi, c'est tout le projet de Spielberg, c'est qu'il y ait toujours, énormément de personnages, énormément de mouvements, énormément de trajectoires, d'objets, de formes, de lumière, de faisceaux, de thèmes, et qu'il essaie justement de circonscrire tout ça, de le faire couler dans un trajet fluide. Donc je dirais pas que ça déborde. Par contre, je dirais que c'est très plein, que c'est très riche, que c'est absolument pas des films qui sont, oui, il y a pas beaucoup de dilatation, c'est pour ça qu'il y a assez peu de temps mort dans les films de Spielberg en général, parce que c'est un cinéaste pour qui l'action mène le récit. C'est le fait de suivre l'action, le mouvement visuel et narratif en permanence qui permet de faire avancer le récit, et c'est la caméra suit l'action, en fait, elle est là pour essayer de la alors elle la suit sans la subir, mais elle est là pour essayer de, comment dire, de donner une direction à l'action. C'est un peu ça, c'est un peu cette dialectique entre ce qui bouge dans l'image, et la manière dont il va faire bouger sa caméra pour essayer de donner à ça un mouvement fluide. Et donc, finalement, ce qui se, ce qui se passe, l'impression que ça donne, c'est l'impression d'un film continu, euh, assez homogène, je trouve. C'est souvent le cas. Dans son cinéma. Il y a de l'hétérogénéité, par contre, des régimes d'images, mais ils sont toujours, euh, au service d'une narration, et d'un type d'image générale. Alors là, c'est un peu flou ce que je dis et je me perds un peu, mais pour le dire vite, voilà, il y a des images, d'archives, des images de vidéosurveillance, mais tout ça, c'est pris dans un grand tout qui est cette mise en scène souveraine, qu'on peut dire hollywoodienne, à l'américaine, qui nous raconte une histoire par l'action. Voilà, pour le dire assez vite, c'est ça. L'action, ça peut être une course de voiture, comme le fait, je pense à une scène de la guerre des mondes, qu'un père et un fils se fassent des passes, avec une balle de baseball et qu'on suive plus ou moins la trajectoire de la balle. Ça, c'est de l'action aussi. Quand je dis action, c'est pas au sens film d'action, mais c'est qu'il y a toujours une action dans l'image, quelque chose en train d'agir et de bouger. Euh, J'ouvre un point, si ça te dérange pas, je garde la parole peu de temps, pour dire que Vas-y, vas-y. le film a aussi une dimension, fortement politique quand même, que la torture des aliens, ça rappelle un peu, Guantanamo, que euh, il y a une idée, assez démocratique et finalement assez américaine au sens, originel du terme, états-unienne on dirait aujourd'hui, plus qu'américaine, de la vérité, Libéral. libérale, ouais, assez libérale de la vérité et de la démocratie. Euh, il y a une représentation positive des figures de contre-pouvoir, et bien sûr une critique, à peine voilée euh, comment dire, du rejet de l'étranger et de l'autre, quoi. Ça, c'est alors l'étranger, c'est pas forcément au sens national pour Spielberg, mais de la on critique, effectivement le rejet de la différence. Et bon, là pour le coup, on peut me dire que c'est un discours consensuel, pourquoi pas. Je trouve qu'il est relativement bienvenu, surtout que c'est une différence qui est une altérité, encore une fois, spirituelle. Donc c'est une différence qui est très forte, qui est une différence difficile à appréhender pour les êtres humains, et les personnages positifs du film, qui sont les deux personnages principaux, sont des personnages qui parviennent à appréhender avec beaucoup d'ouverture d'esprit, surtout dans le cas du personnage, interprété par Emily Blunt.
heu, d'appréhender avec beaucoup d'ouverture d'esprit l'idée de l'altérité. Parce que l'idée de l'altérité, c'est une idée difficile pour l'homme et ça, je trouve que ça a beau être, assez peut-être pas consensuel, mais ça a beau être une idée assez douce, c'est une idée qui est forte quand même. Bah, c'est un film politique, de toute manière, Spielberg a toujours été politique, hein, c'est quelque chose de ça, c'est quelque chose qu'on lui a refusé pendant longtemps, mais déjà l'idée de la politique du secret, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis, Pentagon Papers, si je ne m'abuse. Ouais, bah, même avant, Heu, hein, c'est ouais, Minority Report, ça l'est aussi, en fait, donc voilà, ça c'est bon, c'est quelque chose de très américain, on peut les excuser, ils ont connu le Watergate aussi, donc c'est ça fait partie de leur mythologie. Hem, Même si je pense que l'effet sur le spectateur, et le rapport du spectateur au complotisme sera probablement plus négatif qu'autre chose, mais ça on peut pas oui, c'est comme lui en si on imputer la reprochait faute. à Kubrick d'avoir, filmé une scène, sur la Lune dans 2001 et que ça ait nourri une théorie complotiste autour de 2001 quoi. Ce serait injuste parce qu'eux font des films de fiction qui sont censés, parler à de manière, symbolique ou imagée et bon, si ça conforte des gens, des fous dans leur folie, bon, c'est pas vraiment leur faute quoi, je crois. Bah, ouais. Hem, mais bref, passons. Sinon, voilà, tu l'as très bien dit, c'est pareil, l'universalisme aussi qui est peut-être ce qui est le plus controversé aujourd'hui, mine de rien. Donc je sais pas trop si on peut dire que c'est une idée un peu mièvre ou niaise. Hem, En tout cas, je pense que beaucoup de cinéastes contemporains sont plus sceptiques que lui sur ce point. Spielberg persiste, véritablement à croire, en la beauté de la nature humaine. D'ailleurs, c'est aussi un film qui avant de parler des ovnis, des extraterrestres, parle de l'ambiguïté, de l'être humain, de sa profondeur, de la difficulté à lire en lui et de le comprendre. Ouais, de son Heu, intimité, de ses souvenirs, de ce qu'il cache. Parce que Bah, le personnage de ça, c'est le Margaret, personnage de Colin Firth, le personnage de aussi. Colin Firth et son dialogue avec le personnage de Margaret qui le révèle à lui-même d'une certaine manière. C'est ça. Donc c'est Noah, Pour moi, c'est si la je me souviens bien, Noah c'est Scanlon, le personnage de Colin Firth. ah oui, j'ai tendance à oublier les noms des personnages, mais pour moi, c'est là où, encore une fois, Spielberg, prouve son tempérament classique. C'est que c'est pas un cinéaste de la postmodernité, c'est pas un cinéaste cynique. Et aujourd'hui, on est dans une ère qui est très cynique, c'est quelque chose qui est plutôt apprécié, qui est plébiscité, qui, est de bon ton. Il est de bon ton de mettre en avant son cynisme, son rapport au monde, la compréhension de ce qui est vrai, de ce qui est faux, des non-dits, de la comment dire? De la difficulté de croire en quelque chose, et Spielberg ici vient justement, en fait, balayer tout ça d'un revers de la main et montrer que, enfin, en tout cas, croire en quelque chose, un acte de foi, encore une fois, en la bonté la bonté de l'être humain. Bah, chez Spielberg, l'universalisme est un humanisme. Hem et d'ailleurs, tu parles de foi et pour moi, le programme hollywoodien de la foi dans l'image, c'est-à-dire que le style classique hollywoodien suppose une foi dans l'image pour que ça fonctionne, ce qu'on appelait, grossièrement la suspension volontaire d'incrédulité, mais l'idée que ce qu'on voit, il faut y croire au premier degré, essayer de se laisser absorber par ça. C'est le présupposé aussi de la foi religieuse. Donc ça peut être un problème après, ça on peut parler de la religion et du problème de la foi et ça peut être un problème philosophique, mais je pense que c'est pas le débat. Ou en tout cas, si ce film peut servir ce débat très bien, mais là on en parle comme d'une œuvre d'art. Et le prolongement de tout ça, c'est que la présence, la réalité du miracle, c'est-à-dire le fait que le miracle existe chez Spielberg, qui est des formes de transcendance, des formes de révélation, etc. C'est un élément de sa mise en scène qui est très fort, ça a été montré par Pierre Berthaumieux. Et ce miracle cohabite aussi avec des choses terribles qui sont tout aussi réelles chez lui. La guerre, la torture, la perte, qui sont en fait le mal, qui sont les éléments de souffrance. Et donc le miracle, c'est un élément, il a foi dans le miracle et dans l'élément de restauration du bien contre le mal. Et lui, sa mise en scène, sa manière de filmer, son esprit, disons, naïf, comme disent beaucoup,
si on le prend au sens premier, naïf, pourquoi pas, c'est aussi la volonté de filmer ce miracle. Et donc, ce miracle ne peut survenir, pardon, que dans un monde qui est pétri de mal. Et ça, c'est ce qu'on oublie quand même chez Spielberg beaucoup. Oui, bien sûr, il y a des miracles, il y a des fins heureuses. Il y a à la fin de la guerre des mondes, c'est ce Deus ex machina qui a tant fait parler et écrire, mais ça survient toujours dans un monde qui est terrible, qui est plein de souffrances, d'ambiguïté, de contradictions, de guerres, de conflits. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un film qui tente une résolution métaphysique à des problèmes politiques. Bon, peut-être que c'est pas la bonne, mais en tout cas, artistiquement, je trouve ça très beau. Oui, l'idée du mal traverse aussi le cinéma de Spielberg. Donc ça le distingue du simple optimiste, quoi. C'est vrai que la critique paresseuse adore lui adresser depuis 40 ans, le présenter comme tu le dis, un cinéaste naïf ou sentimental. Mais c'est très difficile à soutenir quand on regarde dans les détails. On parle quand même du réalisateur des Dents de la Mer, de La Liste de Schindler, du Soldat Ryan, de De Munich, de la Munich, Guerre ouais. des Mondes. Ouais. Donc ça prouve surtout que les gens ne regardent pas sérieusement ces films. Enfin, les gens, en tout Euh, cas, oui, beaucoup de ceux qui Ces le... gens, les jeux. Ouais, Oui, 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 ou pardon. bon. Non, mais c'est moi qui me suis Non, mal mais exprimé, c'était je une crois. précision inutile de ma part. Donc, bon, Spielberg croit à l'universalisme malgré le mal, je crois qu'on peut le dire. Et pour moi, c'est quelque chose qui relève presque d'une forme d'universalisme américain, presque archaïque, mais archaïque, pas au sens péjoratif, mais au sens où Spielberg continue de croire à des idées qui pourraient appartenir à une autre époque. Donc l'humanité commune, la possibilité d'une vérité partagée, la capacité des images à rapprocher les êtres. C'est un peu un... Voilà, pour moi, c'est l'Amérique de Walt Whitman, d'Emerson, jusqu'à Frank Capra. Ah oui, Ce- ce- ah, c'est intéressant, j'y avais pas pensé du tout de cette manière-là. Non, j'avais pas fait le lien particulier entre Whitman et Spielberg. Bah, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais... Bon, j'en sais rien, faudrait que je regarde plus en détail, mais je suis pas, pourquoi pas. Mais oui, oui, bah, c'est quelqu'un, voilà, c'est un cinéaste de la foi, et si on l'accepte pas, on pourra pas aimer ses films, ou en tout cas, on pourra pas les aimer. En tout cas, on pourra pas accepter certains des postulats de ses films, qui d'ailleurs entrent en contradiction avec certaines de mes opinions personnelles sur la religion, sur l'humanité, sur la philosophie, voilà. Mais je regarde pas un film pour être d'accord avec ce que le réalisateur, avec même pas ce que le réalisateur dit explicitement, mais avec ce que son système de mise en scène laisse entendre de ses propres idées sur le monde. Bon, sinon ce serait quand même assez difficile, je ne regarderais les films de personne. Euh, Es-tu en train de dire que tu as des idées politiques très tranchées et très peu compatibles avec les grands cinéastes hollywoodiens, Hugo? non, pas spécialement. Non, non, en plus, non, je crois pas. Mais effectivement, j'ai pas l'éducation spirituelle de Spielberg, j'ai pas son rapport. Je suis pas, j'ai pas été éduqué dans le même rapport à l'image que lui, même si j'adore ce qu'il fait des images et ce qu'il fait de la lumière et ce qu'il fait ce qu'on appelle la Spielberg face, c'est-à-dire le visage émerveillé de l'enfant ou même de l'adulte devant quelque chose qui le dépasse. Donc encore une fois, les dinosaures, les extraterrestres, la lumière, la guerre, la mort, la vie, l'amour, peu importe, mais ce regard, ce gros plan sur le visage avec les yeux écarquillés, qui est la marque de fabrique de Spielberg. Sidération. Voilà, la sidération, ça me touche énormément. Et je pense que j'ai pas besoin d'être d'accord avec tout ce qu'il montre, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il sous-entend pour que ça me touche. Oui, bien évidemment. Sinon, si on devait être d'accord avec toutes les idées politiques d'un artiste pour pouvoir apprécier son œuvre, on serait pas sorti de l'auberge. Non, c'est sûr. Mais bon, par ailleurs, ça me vient comme ça fait peut-être un peu abrupt, mais l'un des films, on parlait des films auxquels vous avez fait penser Disclosure Day, donc on a cité presque tous les films de Steven Spielberg parce que, comme on le dit, c'est une récapitulation de certaines de ses obsessions. Un film auquel j'ai beaucoup pensé, c'est Mysterious Skin de Greg Araki. Alors je ne sais pas si tu l'as vu, Ah, Étienne.
Non, je l'ai pas vu. Ça m'a beaucoup fait penser à Mysterious Skin, parce que, c'est l'histoire d'enfants qui ont vécu un traumatisme, et l'un d'entre eux, a refoulé ce traumatisme en l'associant à un enlèvement par des extraterrestres. Et là, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des images qui se retrouvent un peu, la naïveté de l'enfance devant le regard de l'extraterrestre, le souvenir, le trauma. Margaret a un souvenir d'enfance qui est enfoui, c'est un trauma, on pourrait croire que c'est quelque chose d'ordre, je sais pas, sexuel ou violent, terrible. Finalement, c'est cette rencontre avec les extraterrestres qui se sont présentés à elle sous la forme d'animaux. Et d'ailleurs, il faut dire combien le fait qu'il l'emmène dans la maison du comte, qu'ils associent tous les deux protagonistes à la maison d'Hansel et Gretel quand ils étaient enfants, rappelle le jardin d'Éden et l'animal, une version inversée du serpent tentateur. Euh, En sachant que il me semble que le cerf symboliquement dans la Bible représente Jésus, si je dis pas de bêtises. je suis pas assez pétri de théologie pour affirmer ça, donc je ne serai pas celui qui tranchera le mieux. Mais bon, en tout cas, moi j'ai vraiment vu ça comme une inversion de la scène du péché originel. C'est plutôt le dévoilement originel, disclosure. Bon, disclosure, c'est un peu ambigu comme terme, mais en tout cas, c'est là que germe en ces enfants la révélation et plus tard la compréhension grâce donc à la science, grâce donc à l'image. Chez Spielberg, quand même, l'image est vraiment capitale. Elle permet de croire. Il y a quand même on croit dans l'invisible, mais on comprend grâce à l'image. L'image, c'est aussi une source d'émerveillement et de fascination. Mais bon, donc les deux enfants, les deux protagonistes, lorsqu'ils étaient enfants, ont rencontré des extraterrestres qui se sont présentés à eux sous la forme d'animaux et qui les ont amenés dans leur vaisseau spatial qui avait pris la forme, pour leur plaire, d'une maison de contes de fées qu'ils associaient à la maison d'Hansel et Gretel, enfin, ou à la maison de la sorcière, qui est d'ailleurs pas une maison très, très positive dans le conte, donc c'est assez ambigu là-dessus. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette vision de l'enfance m'a fait penser un peu à Mysterious Skin de Greg Araki. Et un autre rapport à l'enfance, c'est quand Margaret, cette fois adulte, redécouvre la reproduction construite par Hugo et par ses hommes de sa maison d'enfance, et qui est baignée de lumière, d'un halo de lumière épaisse à la Janusz Kaminski, quoi. Et que la redécouvrant, comment dire, elle est regagnée par ses souvenirs d'enfance. En fait, on crée Sorte d'épiphanie. voilà. Et ça m'a fait penser à la fin de AI Intelligence Artificielle, où les robots permettent à. Maintenant, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Permettent donc au personnage joué par Ali Joel Osment, David, voilà, il m'a fallu du temps, permettent à David de revivre une journée avec sa mère et donc en fait de retourner dans l'espace privilégié de la maison, le foyer qui est bien sûr le cœur de l'œuvre Spielbergienne. C'est toujours un dialogue entre le foyer et l'ailleurs. Et donc elle retourne dans cette maison d'enfance, et c'est par le retour à cette maison qu'elle peut regagner ses souvenirs et comprendre ce qui lui est arrivé, et donc comprendre son rôle dans cette espèce de miracle qu'elle va aider à accomplir. Et c'est pareil, je trouve ça très beau, et c'est l'idée que un peu psychologisante peut-être, mais que beaucoup des du sens de la vie, ou en tout cas de notre compréhension, s'origine dans l'enfance. Bon, jusque-là, c'est assez classique. Et que cette enfance peut aider à regagner une espèce d'émerveillement originel. Voilà, moi je trouve ça très beau. Évidemment, ça m'a fait penser à E.T. Voilà. Parmi les scènes que j'ai aimées, et pourquoi j'associe ce film aussi à Mysterious Skin de Greg Araki. Oui, film que je n'ai pas vu et donc je ne pourrais pas en parler malheureusement. Sinon, que dire si ce n'est que je rejoins tes analyses de manière générale. Hem, j'ai pas grand chose de plus à ajouter sur la question de la maison, si ce n'est que c'est une très belle scène, hein. Il y a quelque chose de peut-être quelque chose d'un petit peu,
aussi, rapport primitif, à la mise en scène et au cinéma dans cette scène. C'est-à-dire que le hangar fait un peu penser au hangar du premier film, par Ouais, exemple, ou au studio de côté tournage, un quoi. ouais, voilà, et c'est vrai que même le film, est traversé par cette question de l'image. Bon, tu as parlé longuement tout à l'heure. Hem, mais comment ne pas parler du final, en fait, qui est donc une révélation publique à la télévision, donc c'est-à-dire qui implique, de la lumière, des plateaux de télé, de la prise de son, et qui est en fait une espèce de mise en scène. Donc, le climax du film, c'est une mise en scène de la révélation qui est elle-même mise en scène comme un acte de foi, donc, en des images d'archives, qui va en fait subjuguer, l'humanité, et donc c'est une idée assez forte. C'est en quelque sorte le saut collectif dans l'inconnu, heu, Par les moyens de la mise en scène, donc, ouais, par les moyens de la mise en scène, donc, je me répète, mais c'est un acte de foi, donc, bien sûr. c'est des images fabriquées, comme les images du cinéma, mais, Bah, il c'est prend le c'est 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 contre-pied du récit sur le complot et du film dossier typique des années 70, parce que effectivement il y a un complot chez Spielberg, effectivement le gouvernement a caché des choses à la population, effectivement il y a des contre-pouvoirs ou des individus un peu rebelles, avec toujours ce hacker rebelle qui revient de film en film dans le cinéma hollywoodien pour révéler au peuple ce qu'on lui a caché, avec une pression du gouvernement sur ces individus. Mais là où il inverse l'image qu'on a souvent du film de complot, c'est que tout ce qui est mis en scène est positif dans le film. Euh, C'est-à-dire que les images de télévision permettent de révéler la vérité. La mise en scène, c'est-à-dire la construction d'un décor de la maison. voilà, de la maison, donc, qui est un décor en fait, permet d'accéder à la révélation. Dans The Fabelmans, c'était le montage et la mise en scène qui permettaient de connaître la vérité, alors que le montage est censé être une manipulation. Pourtant, c'est par lui qu'on arrive sur la table de montage qu'on arrivait à connaître la vérité. Donc Spielberg, depuis un long moment, et de film en film, montre la mise en scène comme un moyen d'accéder à la vérité et comme quelque chose en quoi il faut avoir foi. Et d'ailleurs, il a un peu ce regard-là vis-à-vis des médias aussi, Pentagon Papers et les chaînes de télévision qui sont, même si c'est un peu nuancé, qui sont globalement représentés de manière positive dans le film. Donc là-dessus, il inverse. Alors on pourrait dire encore une fois que c'est naïf, que c'est trop optimiste, etc. Mais c'est l'idée, comme je le disais quand je présentais son rapport au cinéma comme synthèse de la technique et de l'art et de la poésie, c'est l'idée que l'image, la mise en scène et euh, par extension le cinéma sont des moyens réels d'accéder à la beauté, à la vérité, à la grâce, et voilà, hein, bon là, sinon il faudrait reprocher son acte de foi à un cinéaste. Mais bon, on a beaucoup dit foi, foi, foi partout, hein, peut-être que ça ennuie les gens, on pourrait parler de choses très concrètes, on pourrait parler des effets spéciaux qui sont effectivement pas toujours extraordinaires, les animaux sont pas parfaitement Ah, représentés. ça, je suis pas d'accord. Alors Oui, dis-moi. mais je pense pas que ce soit bon, je sais pas, à mon avis, c'est pas pour moi, c'est le style Amblin, quoi. C'est c'est pas forcément, effectivement, en termes d'incrustation et de photoréalisme, c'est pas on voit très bien que c'est de la 3D, mais j'ai pas trouvé ça, c'est homogène, ça rentre bien dans les tons de couleurs, ça se prête bien à la situation dans laquelle les protagonistes rencontrent ces animaux. Enfin, j'imagine que tu parlais du coup des animaux, du renard, Et du du cardinal et du cerf. raton laveur Oui, aussi, parce qu'il y a un raton laveur à c'est un vrai, moment. hein. Euh, C'est important de le préciser. bah, Les mammifères américains, enfin oui, oui, américains, nord-américains, ça c'est des mammifères très représentatifs effectivement du continent nord-américain. Mais moi ça m'a pas beaucoup gêné non plus parce que déjà c'est pas des vrais animaux, c'est des représentations d'animaux, donc donc ça pourrait avoir une c'est censé cohérence diégétique en fait. oui, oui. Bon, même si je pense pas que enfin, oui, si, si, c'est une explication qui se tient, mais disons que elles sont loin d'être dégueulasses, quoi. J'ai vu des gens être vraiment très, très critiques, c'est un peu les je pense que c'est le même genre de personnes qui vont vous dire que les effets spéciaux du Hobbit sont absolument affreux, qu'il y a aucune cohérence stylistique, que la CGI est de très mauvaise facture, bon, c'est voilà, ce genre de moi-même, je peux être très dur avec les effets spéciaux, j'ai eu beaucoup de désaccords avec Hugo, mais là, On je peut dire trouve, sur quoi, hein, franchement que peut-être qu'ils sont c'est curieux, mais sur le Thor de Kenneth Branagh, si vous voulez tout savoir. voilà, il y a peut-être encore plus de mystère qu'avant maintenant. Ouais, on reviendra dessus un jour, c'est dans les pipelines, si je puis me permettre. Mais
Oui, oui, bah, moi je suis d'accord, hein, on en fait un peu trop avec le ratage des effets spéciaux qui est d'ailleurs, pas toujours, vrai, hein. Je trouve que quand on aperçoit les vaisseaux dans les petites images d'archives, même si c'est très bref et très petit, on sent qu'il y a eu un travail impressionnant, de d'invention, notamment du mouvement des vaisseaux. Après oui, oui, c'est pas les plus beaux effets spéciaux que vous verrez de votre vie. Par contre, c'est un éclairage, superbe, c'est, d'une précision dans les mouvements de caméra qui est exceptionnelle. Au montage, j'ai vu que Michael Kahn pas, heu, n'avait pas réalisé le montage du film. Il était déjà, accompagné sur The Fabelmans. Là, je sais pas si c'est son absence qui se sent. Peut-être que, s'il avait été là, ça aurait été monté de la même manière. J'ai ressenti un peu moins ce montage avec les coupes dans le mouvement. J'ai ressenti quelque chose parfois d'un tout petit peu plus abrupt que d'habitude, mais c'était très léger. Ça m'a pas vraiment gêné et j'ai trouvé le rythme, parfaitement tenu et encore une fois fluide. Oui, sur le plan technique. Bon, il y a la musique que moi je trouve assez quelconque, ce qui est dommage pour une musique de John Williams. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Oui, oui, bah, je disais tout à l'heure qu'elle était un peu en mode mineur, quoi, qu'elle était en retrait. Euh, mais parce qu'à mon avis, le film, ce que je disais tout à l'heure, opère un certain refus du spectaculaire. Donc, et je crois même avoir entendu dire que Spielberg avait demandé à Williams de ne pas faire en sorte que ce soit les images qui accompagnent la musique. Parce que c'est vrai que des fois, quand John Williams se lâche, bon, ils sont extrêmement bien trouvés avec Spielberg. Le mage et le voyant, comme dirait Berthommieux, mais je peux comprendre que des fois on souhaite quelque chose d'un petit peu plus en retrait avec John Williams. Oui, il y a quelque chose pour le coup, d'assez consensuel dans la manière dont la musique est utilisée, qui fait beaucoup penser au cinéma à grand spectacle contemporain. Il y a une belle texture de musique, ça toujours chez John Williams, les harmoniques, toute cette matière du son est assez belle, mais bon, ça reste en termes de composition, de thème, etc. Pas, ça m'a pas subjugué. Oubliable. Oui, oubliable. Ouais. Elle est assez. Bon, il y a des moments où elle se déploie un peu plus et elle est pas. Bon, elle est pas à jeter non Non, mais plus. quand je dis oubliable, c'est est-ce que tu la réécouteras Mais un peut-être. jour, quoi. Ah ouais, ok. Mais Bon, moi pas en tout cas, mais est-ce que tu comptes aller le ça veut pas dire revoir? que j'ai. Je sais pas. Peut-être. Je pense que généralement quand il y a des films qui me résistent comme ça un petit peu, je vais les revoir. Euh, Au moins pour apprécier encore une fois la démonstration plastique, visuelle et technique, parce que j'ai vraiment été soufflé, hein, je le redis, hein, moi je suis pas aussi, aussi amateur de Spielberg que Hugo, même si je le tiens probablement dans mes cinéastes toujours actifs préférés. Euh, donc je suis moins sensible à ces thématiques, à ces, aux signes qu'il distille dans son œuvre, à ses motifs. Par contre, c'est vrai que visuellement, enfin techniquement, en matière de la mise en scène, en termes de technicité, de rigueur, jusqu'à la plasticité des images, ça par contre, je suis un très grand, très grand amateur, donc j'irai au moins le revoir pour ça, quoi. Bah ouais, parce qu'il faut quand même un sacré talent pour euh, comment dire, travailler, ouvrager une mise en scène qui est de la dentelle en fait, à tel point qu'on en arrive en regardant le résultat final à croire à une forme d'innocence. Pour moi, c'est quand même un des grands signes, un des grands aboutissements de son œuvre. Bon, D'innocence, tu veux dire de... oui, de simplicité, Ah oui, oui, ouais, d'évidence, quoi, d'évidence, le mot fonctionne très bien aussi. Ouais. Mais bon, pour ma part, j'irai le revoir, hein, je pense. Je suis pas convaincu par tous les aspects du film. Voilà, hein, si je devais juger un film en faisant un commentaire sur chacune des lignes de dialogue, sur chacun des plans, sur chaque scène, ce serait un peu pénible et le plaisir du film ne serait pas là. Je crois que c'est quand même le cinéma hollywoodien est aussi une question de plaisir et une question d'enfance du regard, surtout l'œuvre de Spielberg. Un seul truc, je voulais dire, voilà, je voulais juste placer ça là, mais il y a un moment, par contre, il a fait quelque chose avec sa caméra que j'ai pas compris, qui m'a même presque donné mal au cerveau, c'est qu'il l'a fait monter, puis il lui a fait faire un 360 pour passer sur un plan, enfin pour passer, en fait, la caméra est derrière l'écran de l'ordinateur, elle monte par-dessus, elle se retourne dans l'espace assez lentement pour aller ensuite filmer l'écran. Et ça, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça?
Voilà, c'était juste pour dire, Spielberg a fait un truc que j'ai pas compris et qui m'a déplu, donc du coup le film est mauvais et Spielberg ne sait pas mettre en scène. Évidemment que ça ne marche pas comme ça. Oui et puis, le film est nul parce que, le parce qu'à un moment le protagoniste, est caché derrière une barrière et qu'on devrait le voir au travers de la barrière parce que la barrière est toute petite et bon bref. Si vraiment les gens n'ont Bah, que tu ça à rigoles, mais redire je me suis aussi fait la réflexion bah, quand ou j'ai vu le film, je me suis dit: «Mais là, on va le voir là». bah oui, mais d'accord, mais Mais c'est bon, le c'est tout comme l'enjeu dit, est là, on s'en quoi. fout. Mais en fait, il y a quelque chose où les gens oublient une chose. Alors, voilà, vous êtes poursuivi par quelqu'un et vous vous retrouvez dans un champ, dans lequel il y a rien pour se cacher, vous essayez quand même de vous cacher derrière la plus petite barrière qui soit là. Vous n'allez pas inventer une barrière qui serait, tout de suite grosse et épaisse. Là, il se retrouve dans un lieu où il n'y a qu'une petite barrière, mais il l'utilise quand même du mieux qu'il peut pour arriver à se cacher et par miracle, bah, ça fonctionne. Pourquoi pas? Pour moi, c'est un faux débat, quoi. C'est d'ailleurs Oui, non, mais là, tu joues le jeu des gens qui, justement critiquent ce genre de bien choses, tu sûr, devrais mais c'est pas. ce que je disais, c'est quand tu sais, on en parlait déjà en interne, c'est quand on fait des reproches au cinéma hollywoodien sur de la vraisemblance. Pour moi, c'est quand même absolument, enfin, c'est malvenu, quoi, sur des petits détails comme ça. Est-ce qu'on va regarder, l'année dernière à Marienbad de Alain Resnais et dire: «Oh mais ça, c'est pas très vraisemblable». Bon, non, on le fait pas comme par hasard et on le fait que quand on regarde des films hollywoodiens où là, il faudrait que tout soit comme dans un film naturaliste. Je trouve que c'est vraiment le signe qu'on n'était pas rentré dans le film tout court, en fait. Ouais. Moi, je dois avouer, je dois confesser que je suis pas rentré totalement dans le film. Ah, ça, c'est J'ai intéressant. senti je me suis senti être mis sur le côté pendant pas mal de temps, mais je pense que c'est relatif à la structure du film, hein, cette espèce de d'avancée par à-coups, par rapprochements successifs, de progression, de personnages qui s'attirent les uns les autres, un peu comme des aimants. Donc c'est une forme de convergence en quelque sorte et disons que l'attraction si le film a une attraction gravitationnelle, hem, je trouve qu'elle prend peut-être un peu de temps à se mettre en place. Alors je cataloguerais pas ça comme un défaut majeur, mais en tout cas, moi, ça m'a pas entraîné directement. Après, voilà, c'était un ravissement pour le regard, donc j'ai trouvé à faire autre part, et puis j'ai quand même réussi à me concentrer, il y avait des choses qui m'intéressaient. Heu, je pense même que j'ai possiblement préféré pendant la première heure du film la timeline de, Emily Blunt. Hem, je suis désolé, j'oublie toujours le nom des Margaret personnages dans les films. Fairchild. Voilà, que moi j'ai vraiment adoré la performance de Emily Blunt. C'est une actrice dont j'étais pas familier, je crois que je l'avais que vue dans Oppenheimer et peut-être un ou 2 autres films. Mais j'ai trouvé que son rôle était tellement difficile à jouer, c'est-à-dire qu'elle doit jouer une Miss Météo, donc une femme un petit peu très sociable, un petit peu excentrique, qui d'un coup subit une épiphanie en rencontrant un cardinal rouge. Et en fait, elle se met à parler de toutes les langues du monde, à comprendre les gens rien qu'en les touchant et en les regardant, à pouvoir parler des langues aliens. Et puis en fait, il y a en quelque sorte le futur de l'humanité qui repose sur ses épaules, et elle agit sans réfléchir, et je trouve que Emily Blunt a une espèce de naïveté dans son jeu qui colle très bien à ce registre, et qui en plus de ça, n'est vraiment pas facile à interpréter, parce que on peut rapidement tomber dans la surenchère, c'est un rôle vraiment qui est sur la lame du rasoir, Ah quoi. oui, c'est difficile de jouer la candeur, hein, c'est pas donné à tout le monde. Et on pourrait peut-être, enfin, je sais que je crois que toi tu m'avais dit que tu l'as trouvé un petit peu excessif par moment. Ouais, il y a quelques je trouve Heu, qu'elle bascule un peu plus dans le surjeu que Josh O'Connor qui, pour moi, livre, avec Colin Firth, la grande performance du film. Je sais que là, je suis, assez, marginal parce que tout le monde, applaudit, des 2 ouais, mains. tu surtout Non, misogyne, hein, certainement Hugo. pas. Mais non, 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 mais elle joue très bien et je serais très, très heureux qu'elle récolte, des honneurs pour ce rôle. Mais effectivement, j'ai préféré, Josh O'Connor et Colin Firth. C'est peut-être lié à mon rapport, au personnage et mon rapport un peu dickensien au personnage. C'est ça aussi, on critiquera les personnages de Spielberg, mais c'est des personnages dickensiens. Ce sont des personnages hauts en couleur, ce sont des personnages, qui peut-être pas qui exagèrent, mais qui ont un trait de personnalité qui est très fort, qui sont très expressifs. Et peut-être qu'elle, elle avait un jeu un peu plus, un peu plus mesuré, même si on mesuré vers l'excès, c'est un peu bizarre, un peu Bah, plus calculé. elle joue un personnage excessif de toute manière. Elle est forcément excessive étant donné que elle se met soudainement à comprendre absolument, enfin non, elle ne comprend pas, mais à ressentir, globalement tout ce qui l'entoure. Mais c'est vrai que le jeu de Colin Firth, c'est peut-être
la réussite discrète du film. C'est un personnage qui est tu me diras, tu disais que tu le trouvais en couleur, moi je trouve justement qu'il était, un peu plus en aval, Il est ou en couleur en tant que personnage, c'est-à-dire dans ce qu'il oui, représente, c'est-à-dire que dans c'est un vrai méchant, quoi. Ça, le alors méchant, c'est pas un vrai qui méchant, lâche mais pas. c'est un vrai faux méchant. C'est-à-dire que en tout cas, Oui, il a toutes les il a tout l'appareil, tout le dispositif du vrai méchant et ça effectivement, ça fait des personnages mais souvent. c'est marrant parce qu'il évite quand même le cliché du bureaucrate maléfique, Et alors comment tu parce que, tu interprètes son renoncement à la fin? heu, je sais pas trop, enfin, en fait, il est jamais trop présenté comme un monstre, c'est quelqu'un qui est du côté du secret, mais qui semble traverser, ou en tout cas qui est rapidement traversé par le doute, hem, ce qui est d'ailleurs assez Spielbergien, hem et donc c'est, ouais, c'est un personnage qui finit bien, je pense, c'est un peu la fatigue morale, quoi, quelqu'un qui en a trop vu, donc quelqu'un c'est quelqu'un qui n'est pas cynique finalement, Non, pas du tout. pas c'est ni un cynique, ni un fanatique, quelqu'un d'usé, qui en a marre de lutter, de poursuivre, on voit bien d'ailleurs qu'à la fin, son homme de main lui quitte la pièce, en voyant son Oui, ça supérieur abandonner, la voilà. oui, il ne supporte pas de voir son supérieur se résigner, mais en fait, finalement, on prend le personnage de Colin Firth, donc le personnage de Noah, au milieu de sa parenthèse de résignation, parce qu'on peut deviner qu'avant la disparition de sa femme, c'était un homme plein de foi, et à la fin du film, c'est de nouveau un homme qu'on peut supposer en train de retrouver sa foi. Et donc, c'est-à-dire que le film arrive au milieu de ce moment qui est une parenthèse dans sa vie, où il est, où il a abandonné, sa capacité à s'émerveiller, sa foi dans la vérité, sa foi dans la vie, dans l'humanité. Donc c'est peut-être ça en fait, c'est une rédemption de personnage finalement, j'ai l'impression. C'est une rédemption silencieuse, c'était assez osé je trouve. Je pense que beaucoup de gens, n'ont pas apprécié ça non plus. Et ça je peux le comprendre, parce que c'est pas toujours expliqué, ça peut paraître un peu abrupt comme changement de caractère, mais pour moi c'est une rédemption. Et comme encore une fois, c'est une rédemption face au miracle, face à la chose très grande qui nous fait changer d'un coup, qui nous émerveille. Oui, je suis d'accord. Bon, ben, bon, nous avons beaucoup parlé. Tu as des choses à ajouter peut-être? Je sais pas trop, on pourrait encore parler un peu des personnages, de la suite pour Spielberg, mais bon, je pense que là, ça on est presque à, ouais, on est à quasiment 1h20 d'enregistrement, donc je pense pour un film qui est sorti hier, on va vous épargner, et puis on s'excuse aussi s'il y en a qui arrivent jusqu'à la fin. Enfin moi, en tout cas, je m'excuse, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, donc j'étais un peu à froid, donc des fois, il y aura probablement des choses qui sont pas très claires, j'ai très peu de notes. Donc voilà, mais sachez que c'était un plaisir d'enregistrer avec Hugo, ce soir. Un plaisir partagé. J'ai dû beaucoup parler parce que c'est difficile de me contenir quand il s'agit d'un film de Spielberg. C'est pas une excuse, mais c'est comme ça. Et voilà. Et pour ce qui est des notes, Étienne, je pense que personne ne te reprochera de ne pas avoir eu beaucoup de notes pour un film que tu as vu hier soir, euh, en ayant, si je ne m'abuse, travaillé aujourd'hui. Euh, donc voilà, nous allons en rester là. Allez voir Disclosure Day. Regardez d'autres films de Steven Spielberg. Ou faites ce que vous voulez, mais nous vous le conseillons fortement d'aller voir ce film, d'aller le revoir, et parce qu'il est, qu'on soit totalement convaincu ou non, il est, il contient une forme de beauté et une originalité artistique, une cohérence, un parti pris, un regard sur le monde. Et je crois que ce serait dommage de s'en passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Bonne nuit, bonne soirée. Salut.